Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. C'est une forêt qui fait en tout cas beaucoup parler d'elle. Nous avions déjà reçu le 20 mars dernier, elle s'appelle Françoise Branger, c'était la porte-parole du collectif pour la reviviscence de la forêt usagère de Teste de Bouche. C'est elle qui avait pris contact avec nous pour participer et pour dénoncer l'abattage, selon elle en tout cas, d'arbres encore sains, encore verts dans cette forêt qui avait été touchée, et ça c'est incontestable, par un incendie en août dernier, et il fallait bien nettoyer certainement cette zone. Eh bien aujourd'hui nous avons Mathieu Cabossel, bonjour. Oui, bonjour. Qui vous nous demandez un droit de réponse concernant l'intervention de cette première personne, la porte-parole du collectif pour la reviviscence de la forêt usagère. Vous êtes membre de ce syndicat général de la forêt usagère, représentant des syndicats généraux de la forêt usagère, et vous avez participé à la gestion des bois touchés par l'incendie de l'été dernier. Alors peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être rappeler un petit peu ce qui s'est passé dans cette forêt, les incendies et les nettoyages en cours. Oui, absolument, merci beaucoup. Donc effectivement, je suis syndic général en forêt usagère et je fais partie de l'équipe qui gère les conséquences de cet incendie. Donc en fait, cette forêt plurimillénaire qui s'étend sur 3800 hectares au sud du bassin d'Arcachon fait partie de notre patrimoine. C'est une forêt naturelle qui est grévée d'une servitude, de droit d'usage, qui lui donne notamment son faciès particulier, et elle a été parcourue par le feu, effectivement, en juillet de l'année dernière intégralement. D'accord. Donc quand vous dites elle est grévée d'une servitude, c'est quoi comme type de servitude ? En fait, c'est un droit particulier dont le plus ancien remonte à 1468 qui prévoit que les habitants peuvent faire du bois de chauffage dans ce massif librement pour subvenir à leurs besoins, et puis également demander du bois d'œuvre là aussi en fonction de leurs besoins pour la construction de leur maison, leur cabane, leur bateau ou autre. C'est quelques exemples, mais voilà, c'est un peu particulier et c'est ce qui fait son originalité. D'accord, et c'est cette servitude qui fait que, en tout cas, certaines zones de cette forêt sont appelées la forêt usagère. Exactement, elle est usagère parce que donc elle est privée, c'est une forêt privée à la base, mais qui contient donc un droit d'usage qui permet aux habitants justement de prétendre au bois de chauffage et au bois d'œuvre dans certaines conditions. D'accord. Alors nous, ce que nous avions entendu avec Françoise Branger, présidente du bassin d'Arcachon Écologie et porte-parole de ce collectif, Reviviscence de la forêt usagère, c'était, disons qu'elle lançait l'alerte en disant il y a eu un incendie, sauf que 7 mois après le feu, des camions continuent de circuler dans les lieux, notamment dans cette forêt usagère, et ne ramassent pas que du bois mort, ils coupent aussi, on voit des bois très sains, des bois avec encore beaucoup de sève coulée, et elle dénonçait cette situation. Et vous veniez apporter votre point de vue sur cette question, justement. Oui, absolument. En fait, peut-être pour resituer un petit peu rapidement le contexte, suite à cet incendie, justement, ces fameux droits d'usage, et notamment un texte de 1917, prévoit que les syndics généraux doivent procéder immédiatement à l'adjudication publique de ces bois, c'est-à-dire à la vente de ces bois au plus offrant, et pouvoir évacuer les bois qui sont morts ou mortellement atteints. Par ailleurs, il y a également un risque sanitaire qui pèse sur la forêt, puisque suite à l'incendie, c'est un terrain propice pour le développement du scolyte, qui est un insecte qui pourrait créer un deuxième fléau. Après le fléau du feu, ça serait un fléau sanitaire qui viendrait là aussi augmenter les mortalités. Donc il faut sauvegarder effectivement ce qui nous reste de forêt. Elle n'a pas été détruite par le feu, elle a été parcourue par le feu, mais il faut absolument qu'on évite ce deuxième fléau sanitaire. Et puis il faut qu'on prépare la régénération naturelle. Et pour la régénération naturelle, il faut que ces bois aient été enlevés le plus vite possible. Et donc c'est le chantier qu'on a organisé. D'accord. Donc jusqu'à là, je pense que vous êtes tous les deux d'accord sur la question du fait qu'il faut enlever les bois morts et entretenir cette forêt. Seulement, elle expliquait qu'il y avait aussi des bois verts qui étaient coupés et que c'était bien dommage qu'on continue de détruire une forêt justement dite ancienne, bimillénaire, etc. Et là, vous considérez qu'il n'y a peut-être pas eu ce problème-là, c'est ça ou que...
Alors, je pense que c'est surtout une question de méthode et d'explication. C'est-à-dire que on a mis en place des critères de sélection qui sont extrêmement rigoureux Oui, c'est ce qu'elle nous avait que Madame expliqué. Branger a d'ailleurs présenté, très justement, qui précise qu'on doit conserver sur pied tous les pins que l'on peut garder parce que c'est les semenciers, c'est eux qui vont contribuer à régénérer la forêt et puis c'est ce qui nous reste de notre massif. Et donc ces critères de sélection prévoient qu'on enlève les pins morts. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Et puis les pins mortellement atteints. Et sur les pins mortellement atteints, donc il y a deux critères notamment. Il faut que la souche soit intacte et la bille de pied soit intacte. Et puis que le houppier, c'est-à-dire la partie où il y a les aiguilles, la partie aérienne, n'ait pas été brûlée à plus de 70%. Il faut savoir que ces critères sont particulièrement conservateurs. Dans les forêts classiques autour de nous, on est sur 50%. Donc, considérant les particularités et la richesse, notamment écologique de notre massif, on est allé sur des critères beaucoup plus rigoureux. Et donc, pour mettre en œuvre ces chantiers, effectivement, nous, les 7 syndics qui gérons l'organisation de ces travaux, nous surveillons les entreprises, le bon déroulement de ces chantiers, et nous avons aussi fait appel, justement, pour s'assurer que les choses sont faites dans les règles de l'art, à des équipes de bénévoles. Il y en a un peu moins d'une 60aine qui montrent leur présence aux entreprises et donc leur vigilance collective sur le respect de ces critères. Ils nous font remonter des observations quand ils ont un doute, quand ils ont des questions. Et je précise que là-dessus, elle allait tout à fait dans votre sens, parce qu'elle disait que des bénévoles étaient là chargés de surveiller justement les chantiers. Tout à fait, on a souhaité cette mobilisation citoyenne et en fait les choses marchent plutôt pas mal, c'est-à-dire que, y compris Madame Branger, nous ont fait remonter des difficultés. En fait, ce qui est important, et c'est ce qu'on dit toujours, il faut se rendre compte qu'on est en train de gérer les conséquences d'une crise majeure. On n'est pas dans une exploitation courante. 3800 hectares à parcourir, très sincèrement, des erreurs de coupe, il y en a eu, il y en aura. C'est logique. Il faut s'imaginer les centaines de milliers de pins à évacuer. Par contre, ce qui est très important, et c'est là où j'insiste et où je souhaitais pouvoir en témoigner sur votre antenne, ce qui est très important, c'est de pouvoir les identifier rapidement, faire remonter l'information pour que nous, syndics, puissions recadrer les entreprises quand il y a des erreurs de coupe. Aujourd'hui, le système qu'on a mis en place avec les bénévoles fonctionne très bien. Nous avons des remontées, alors parfois ce sont de fausses alertes, et puis parfois elles sont très sérieuses, et nous les prenons comme telles. Nous venons sur le terrain, nous faisons un point, y compris avec les entreprises, pour constater effectivement qu'il y a pu y avoir un écart, et nous recadrons, c'est ce qui permet d'éviter que ces erreurs se multiplient. D'accord. Écoutez, c'est très clair. Et selon vous, donc, le chantier avance plutôt bien. Vous dites qu'il y a forcément eu des erreurs qui ont été faites, mais elles sont remontées. Vous êtes particulièrement vigilant. Vous faites passer le message à ces entreprises qui coupent le bois. Et donc, les choses avancent bien, selon vous, de ce côté-là. En fait, oui, le système fonctionne plutôt pas mal, c'est-à-dire que les erreurs sont identifiées assez rapidement et on fait en sorte que justement elles ne se reproduisent pas. Il faut imaginer que le nombre d'erreurs est quand même relativement marginal à l'échelle du massif, je tiens quand même à le préciser. Il n'y a qu'à voir les billes de bois qui sont empilées, il s'agit de bois secs. Il y a très très peu de résine qui coule, il peut y en avoir parce que quand le pain a encore un peu de houppier vert, il peut y avoir de la résine, mais très sincèrement, c'est vraiment marginal. Il faut imaginer que les entreprises, on leur met des contraintes assez particulières, assez hors normes, ils n'ont pas l'habitude de travailler comme ça et on le comprend et on l'assume. On est dans un massif qui le mérite, qui est très particulier. Donc il y a aussi un effet d'apprentissage et les premiers jours, effectivement, il y a du calage. Elles arrivent, elles ont leurs habitudes de travail qui sont celles du plateau landais, qui ne sont pas forcément nos critères, qui ne sont pas notre approche. On n'est pas dans une forêt à vocation productive, on est dans une forêt de patrimoine, une forêt de paysage. Et forcément au début, elles doivent s'adapter. D'accord. On a constaté justement au début, à l'arrivée des entreprises, ce besoin de recadrage, mais qui aujourd'hui me semble surmonter et j'ai quand même l'impression, et c'est assez partagé unanimement, que les choses avancent quand même beaucoup mieux et dans un très bon climat. Un climat de surveillance, un climat de tension, mais un climat qui permet de protéger notre patrimoine. D'accord. Non, mais c'est très intéressant, surtout que vous nous expliquez que finalement, ce besoin de recadrage a peut-être vraiment existé, ce besoin d'alerte au départ, en tout cas de surveillance, a peut-être vraiment existé. Et après, il y a peut-être seulement une différence de point de vue, en effet, entre vous et Françoise Branger, que nous avions reçue un petit peu plus tôt. Moi, je voudrais vous interroger également sur, finalement, votre rôle dans cette forêt usagère. Et vous parliez de son statut spécial et de sa spécificité, de sa richesse également. C'est un statut qui peut continuer, qui peut perdurer, vous pensez, dans le monde moderne ou pas ? Alors, c'est un statut qui est intéressant parce qu'il est très original et puis il a contribué à constituer nos paysages, à constituer la forêt telle qu'elle est aujourd'hui. Les forêts classiques, qui sont de droit commun, je dirais, on les connaît, c'est des forêts d'exploitation qui sont à proximité, c'est la forêt domaniale. Elles n'ont pas forcément les mêmes richesses en termes de biodiversité, en termes de paysages, en termes de et pourquoi, sous-bois, etc. Comment vous l'expliquez ?
Mais parce qu'en fait, on n'est pas dans une forêt qui avait pour vocation de produire du bois. On est sur des cycles d'exploitation très longs. C'est une forêt qui avait pour vocation de produire de la résine. Et quand les pins ne donnaient plus résine, ils pouvaient, sous certaines conditions, être abattus pour l'usage et puis régénérer la forêt. On est sur un modèle finalement assez intéressant et qui, alors certainement, il doit être confronté aux enjeux du XXIe siècle. Certainement, il faut qu'on écrive une histoire qui tire profit aussi de cette expérience dramatique qu'on a connue. Mais c'est un modèle qui, je pense, peut être très intéressant et voire même enviable pour notre massif si on arrive à démontrer qu'on est capable d'écrire ensemble une trajectoire certainement plus apaisée qu'on a connue par le passé. Mais je crois que c'est ce qu'on commence à faire avec cet exercice très difficile de la gestion des bois sinistrés et où on a souhaité, à l'image de l'usage aussi, maintenir une implication des habitants, une implication des citoyens à travers ces équipes de bénévoles. Oui, et finalement, donc les propriétaires fonciers de ces lots de la forêt donc usagère, donc je rappelle, seulement on l'avait déjà rappelé lors de l'autre émission, n'ont pas le droit de couper des bois verts comme cela. Ce bois n'est pas à leur disposition simple, on va dire, seulement quand le bois est mort. Et quel est finalement pour un propriétaire de ce type de lot, de forêt usagère, l'intérêt finalement? Il y a un intérêt qui est beaucoup plus que celui d'un intérêt purement économique. Oui, tout à fait. C'est pas alors ça peut être historiquement un intérêt économique, puisque comme je disais, c'est une forêt c'est une forêt naturelle bien sûr, mais qui a toujours été occupée, jardinée par l'homme, et notamment pour la production de résine. Et donc là, c'est une activité économique qui a perduré jusqu'à la fin du XXe siècle et qui a généré beaucoup de richesses localement, comme dans l'ensemble du massif landais, mais en particulier dans la forêt usagère. Aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des propriétaires, il n'y a pas un propriétaire, il y en a des centaines et ils ont tous une approche forcément différente. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est une forêt de cœur, une forêt de patrimoine à laquelle on est attaché. Et forcément, c'est pas une forêt de rentabilité. C'est un lieu particulier pour lequel on a des attaches très fortes et qu'on souhaite conserver et puis surtout porter vers l'avenir pour faire coïncider à la fois, qu'on trouvait une cohérence à la fois entre la propriété privée, l'usage et puis le besoin maintenant de régénérer cette forêt qui a été parcourue par le feu. Une dernière question concernant le feu. On s'était posé la question notamment concernant l'Australie, ces feux qui se propagent aussi parce que parfois, à force de ne pas vouloir intervenir, de ne pas déblayer, de ne pas déboiser, finalement le feu peut se propager plus vite. Que pensez-vous finalement y a-t-il un juste équilibre entre le fait de ne pas toucher du tout à la forêt et le fait de l'entretenir ou de la couper trop sèchement et puis cet équilibre peut-être à trouver pour préserver une forêt ancienne? Oui, vous l'avez dit, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent sembler paradoxaux dans ces propos. Néanmoins, on ne peut pas opposer effectivement la richesse, la biodiversité, la richesse notamment du sous-étage, avec beaucoup de feuillus et beaucoup une strate arbustive très riche, et puis le risque incendie. Je pense qu'il faut aussi rappeler que dans les incendies que nous avons connus l'été dernier, toute proportion gardée, sur un même laps de temps, la forêt usagère a beaucoup moins brûlé que la forêt de Landiras, par exemple. Les hauteurs de peuplement de pins sont très hauts, ce qui fait que le feu est rarement parti en cime. Et puis ce sous-bois a aussi ralenti relativement le feu, alors toute proportion gardée bien sûr, mais les chiffres le montrent, dans le même laps de temps, beaucoup moins de surface a été impactée en forêt usagère. Donc je pense qu'il ne faut pas le ramener simplement à cette question d'entretien et de nettoyage. Je pense qu'il y a d'autres enjeux qui peuvent nous concerner et je pense aussi qu'on peut concilier la gestion du risque incendie avec la gestion d'un massif d'exception. C'est certainement possible, en tout cas c'est l'enjeu qui se présente maintenant devant nous. Bon, écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup en tout cas Mathieu Cabossel pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes représentant des syndicats généraux de la forêt usagère de Teste de Bouches, forêt qui a été brûlée, mais magnifique forêt bimillénaire. Merci encore.